Bonsoir, 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 bonsoir. Oh, le jumpscare! Bonsoir, mais non, c'est bien moi, il n'y a pas, il manque la casquette. Il n'y a rien qui va, je ne fais jamais rien de bien, il y a toujours un reproche. Merci à Necru pour ton abonnement. Bonjour à tous et bienvenue sur ce magnifique train de l'hype. Allez-y, prenez vos billets, le contrôleur finira par passer. Vous pouvez acheter des sandwichs triangles un peu trop chers dans ce train de l'hype aussi. Merci à Ronflex69720, merci à JRIRO, merci à Olympien38, merci et bonjour à Martin The Wave. Martin The Wave, t'es supposé être sur la route. Parce que justement... Merci à Binks pour ton abonnement. Merci à Gregorius pour ton abonnement aussi. Merci à Dadouk75 pour ton abonnement. Merci à toutes ceux et celles qui finissent leur phrase parce que, a priori, moi, je n'y arrive pas. Merci à Nathan et All Andrew. Donc, bref, ce stream-là... Comme toujours. Comme toujours, déjà, posons les bases. Il faut que je finisse à 21h. Parce qu'à 21h, il y a mon frère qui arrive. Et donc, faut pas déconner non plus. Sachant que c'est lui-même qui est venu me sortir de la bouillasse avec la diarrhée et la gastro, plus la gastro que la diarrhée. Donc, du coup, voilà, quand il arrive à 21h, on fait en sorte d'être un petit peu à l'heure. Voilà, si j'ai comme ça, vous pourrez voir si le son est OK. Ça recommence, mais oui, ça recommence. Merci à Elraco pour ton abonnement, merci à Liaccess, merci à Mamba46. Mais ben voilà, je pense que on est à peu près à jour. Le son est super. Parfait. Oh. Par ailleurs, j'ai vu dans le chat qu'il y a des gens qui disaient que j'avais peur de me faire appeler Arthur. Et effectivement, c'est une expression connue française qui date de la Seconde Guerre mondiale. Se faire appeler Arthur, c'est se faire rappeler à l'ordre. Puisque pendant la Seconde Guerre mondiale, il y avait un couvre-feu pour éviter les bombardements. Parce que si jamais on laissait la lumière allumée, eh ben ça donne un bel indicateur visuel depuis les gens qui sont en avion pour dire « Regarde, là, il y a une ville ». Donc, en mettant un couvre-feu, on éteint toutes les lumières de la ville pour éviter les bombardements, et couvre-feu qui était instauré à 8 heures. Et 8 heures en allemand, ça se dit « 8 Uhr ». Et donc, les gens qui patrouillaient, pour vous rappeler à l'ordre que c'était l'heure du couvre-feu, eh bien, il y avait des gens qui gueulaient « Arthur » et... en français, on a dit, bah, tu te fais appeler Arthur. Merci à Melio72, merci à Pastis Pacho pour ton abonnement. Donc voilà, pour la petite anecdote, la petite anecdote au sujet de mon nom. Sachez qu'en celte, Arthur, c'est Arthurus et c'est le roi des ours. Merci à Judav12 pour tes abonnements. Judav. On avait dit cool, Judav. T'es encore en train de... Donc... voilà. On va finir par ban Judav pour qu'on calme les choses. Hein. Merci à Pupus V pour ton abonnement. Merci à Lil Wolf 76 pour ton abonnement. Alors, qu'est-ce qu'on a de prévu ce soir? Eh bien déjà, un stream. Et puis ensuite... Alors pour les gens qui ne reconnaissent pas ce truc-là, ceci est un moteur de Volkswagen Coccinelle. Et autant j'aime bien le nom de Coccinelle, tout le reste, j'aime pas vraiment. En
fait, voilà, je suis pas ultra fan du moteur de Coccinelle. D'un côté, parce que c'est peut-être une copie de Tatra. Merci à Juffy pour ton abonnement. Merci à Darkside pour ton abonnement. Mais c'est surtout, je trouve que ça fait un bruit de merde. Et que quoi que tu fasses dessus, ça fait un bruit de merde. Et je sais pas, je trouve que ça tourne jamais rond comme moteur. T'as l'impression que ça tourne carré. Enfin, c'est pas un moteur qui m'attire vraiment. Alors c'est un moteur qui m'intrigue, qui intéresse, tu vois, qui titille la curiosité, mais à côté de ça, tu as à travailler dessus. Merci à Franck Fusili pour ton abonnement. Merci à Not Leroy pour ton abonnement. À travailler dessus, en fait, les coccinelles de manière générale, ça m'en fait vibrer une sans faire bouger l'autre, comme on dirait. Du coup, on va quand même regarder comment c'est fait, parce que mine de rien, c'est bien d'avoir beaucoup de préjugés et de trucs comme ça, mais faut pouvoir les justifier. Parce que, alors sinon c'est de la mauvaise foi. Alors après, de la mauvaise foi, il peut y en avoir ici aussi. Mais l'idée étant quand même de savoir un peu de quoi on parle. Et il se trouve qu'on est actuellement à la fabrique en train de travailler sur une magnifique coccinelle de 56. Une coccinelle ovale, on appelle ça les ovales parce que la lunette arrière est en forme de ovale. À pas confondre avec d'autres générations qui ont la lunette arrière coupée, qui s'appellent les splits, voilà, comme les bananes. Mais donc, celle-ci est une ovale. Alors sachez, pour les experts Volkswagen, il y a aussi de ça, il y a une... Ok, j'ai pété un truc. Il y a une partie de la communauté Volkswagen qui a tendance à mettre des œillères. C'est des grandes œillères. Alors c'est comme la communauté Porsche, grandes œillères. Communauté BMW, grandes œillères. Et c'est ça que j'aime pas aussi, j'aime pas le sectarisme automobile. Merci à French Bandy, merci à Dr Phoenix pour ton abonnement. Et du coup, les plus aguerris de la communauté Volkswagen, merci Debus pour tes moultes abonnements. Les plus aguerris de la communauté Volkswagen me diront mais dis donc, c'est pas un moteur d'origine de ovale. Et effectivement, oui, c'est pas un moteur d'origine de ovale. Normalement, une ovale, c'est supposé avoir un 1200 cm3 à simple admission, et celui-ci est un double admission. Merci à Scientist Rule pour ton abonnement. Donc, tu as 3 BMW. Alors oui, j'ai BMW, Daimler, Jaguar, Range Rover. J'ai un Renault Trafic aussi. Enfin, c'est-à-dire que dans le tard, voilà, j'aime bien avoir un petit peu tout expérimenté. J'ai possédé une Porsche / Volkswagen. J'ai eu une Volkswagen aussi. J'essaye d'avoir un peu de tout. Et puis, peut-être qu'un jour, je m'achèterai une coccinelle, parce que je dirais, ouais, c'est la super meilleure voiture du monde et tout ça. J'aurais changé ce jour-là. Mais, voilà. Voilà. Oui, je vous vois. J'ai une Fiat, effectivement. Tellement blindée. Alors, j'ai eu une 914, non, pas du tout. J'ai eu une 924. Et la Porsche 924 était supposée être une Volkswagen à la base, parce que la 924, Porsche 924, en fait, c'est un projet qui a été commandé par Audi et Volkswagen. Et donc, ça fait, par ailleurs, que les toutes premières versions de 924, elles ont plein de pièces que vous retrouvez sur les Golf 1 et autrement sur des Audi 80 et Audi 100. Voilà. Est-ce que j'ai une Tesla? Non. J'ai pas les moyens. J'ai pas les moyens d'avoir une Tesla. Hein. Et puis c'est surtout quand bien même j'aurai les moyens, je vais faire autre chose. Voilà. C'est-à-dire que dans pas trop longtemps, a priori, il va y avoir des grandes révolutions dans l'automobile. Donc, si je peux encore un tout petit peu bricoler sur des moteurs qui font vroom vroom, je me dis pourquoi pas. Et puis les Tesla en ce moment, c'est-à-dire que quitte à rouler en électrique, je préférerais rouler dans autre chose qu'une Tesla.
Et en plus de ça, une Tesla à rouler, bah, vous n'avez pas de ressenti, vous n'avez pas de feedback. Vous voyez, de retour d'information. La voiture ne vous dit pas ce qui se passe sous les roues. Par exemple, pour Top Gear, on a pu essayer une Porsche Taycan. Ça non plus, hein, j'ai clairement pas les moyens pour ça, mais ça reste une voiture vachement agréable. Vous sentez le châssis, vous sentez, merci à Mamba46, sentez ce qui se passe sous les roues. Même si c'est électrique, et vous sentez que c'est une bagnole. Quand vous appuyez sur les freins, il y a une vraie sensation de mordant. Il y a un vrai retour au niveau du châssis, un vrai retour au niveau du volant. Donc ça, pour moi, là, je veux bien le concevoir, il n'y a pas de problème. Tesla, ce qui m'embête, c'est qu'il n'y a qu'un seul écran et il n'y a rien d'autre, donc il n'y a rien à regarder en fait à l'intérieur. Aujourd'hui, il y a tout un environnement Tesla qui ne me plaît pas des masses. Donc, voilà, on arrivera un petit peu au point chaussette. Bah tiens, on va y aller tout de suite. Allez hop, la caméra est déjà prête. Regardez, j'ai préparé la caméra. Hop, petit chien ou renard et mouette. Je suis en thème animalier aujourd'hui. J'aime beaucoup cet assemblage de couleurs. Vous voyez, l'assemblage rose et bleu comme ça, très joli, je trouve. Et en plus de ça, je trouve que le chien et le mouette, ça va pas mal. Ça fait un petit thème vacances, bord de mer. Vous voyez, les chiens sur la plage, les mouettes au-dessus. Les deux qui essayent de vous taper la barquette de frites. Donc, voilà. Un petit mood vacances, vous voyez. Comme il fait beau, comme il fait chaud en plus, en ce moment. Je les ai déjà mariés. Joseph adore tes chaussettes, regarde comme il sourit. Mais oui, regardez, Joseph, il est là. Voilà, Joseph, il est là. Il va bien, il vous embrasse. Encore une fois, il vous passe le bonjour. Commence à avoir envie de revenir. Je ne sais pas si c'est un bon ou un mauvais signe. Normalement, quand on se repose... Enfin, bref. Nous ne sommes pas allés au camping cette année. Nous ne sommes pas allés à la Célinette. Sylvain a emmené toute son équipe. Ça faisait déjà beaucoup de monde à aller. Et puis, c'est-à-dire que nous, en termes de travail, ici, on est bien chargé, j'écharre tout ça. Donc, on n'est pas allé à la Célinette. Écoutez, ça fait autant de 106 en moins à consommer. Donc, non, Joseph, on a dit un mois de vacances. Il y a une embrouille avec Sylvain, je vais faire 3 TikTok et 2 tweets. Alors oui, vous avez pu voir, il y a encore une vidéo, encore un drama, un truc comme ça. La ligne de conduite, ici, à la Fabrique Auto. Et je suis sûr et certain que Joseph sera du même avis que moi. Regardez, Joseph est avec moi, ici. Et avec nous tous. Rappelez-vous de ce qu'on a dit la dernière fois. Le monde n'est pas tout noir, le monde n'est pas tout blanc, le monde est entièrement construit de nuances de gris. Le truc qui est compliqué aujourd'hui, c'est qu'on a du mal à accepter la nuance. Sauf que vous regardez dans toute l'histoire de l'humanité, tout est question de nuances. C'est pour ça, Joseph fait de la quoi? Non, donc... Et en plus de ça, à côté, à quoi ça sert de choisir un camp? Enfin, c'est 2 personnes qui se gueulent dessus. C'est comme papa et maman qui divorcent, il y a des dommages collatéraux et tout ça. Est-ce que ça a quelque chose à foutre sur Internet? Non. Mais on n'ira pas plus loin que ça, on n'ira pas non plus vous défendre, on n'ira pas faire une vidéo réaction, enfin, on n'ira pas nous défendre, on n'ira pas défendre l'un ou l'autre, on n'ira pas faire des vidéos réactions. On s'en fiche un petit peu, tout est en nuances de gris, 50 nuances de gris. Donc non, il n'y aura pas de drama. Je ne cherche pas à faire du drama. Et en plus de ça, si on fait le bilan du drama, il y a 2 personnes malheureuses à la fin. Donc à quoi ça sert? Franchement, à quoi ça sert? Donc, point clos, s'il vous plaît. On va fermer cette parenthèse-là. Ne prenez pas parti, voilà. Restez spectateurs. Chacun des deux a quelque chose à offrir. Profitez-en. Voilà, c'est tout. Et
Donc ça y est, j'avais dit sujet clos. J'avais dit sujet clos. Donc, closons. Fermons le sujet. Voilà. On va fermer le sujet là-dessus et puis on va repartir un petit peu. On va repartir un petit peu dans de la mécanique finalement, parce que clôturons, voilà. Alors que travailler sur une coccinelle, ça ne rend qu'une seule personne malheureuse. Voilà, on va signer un contrat pour ne plus parler de ce sujet-là. On va signer le contrat de la nuance. OK, on va tous signer un contrat ensemble de la nuance. Je vais vous demander de ne pas prendre un parti extrême ou un parti radical. On a vu par le passé qu'à chaque fois, ça s'est mal passé. Donc, s'il vous plaît, réfléchissons. Nos paroles et nos actes ont des conséquences. On a l'impression que sur Internet, on a l'impression que sur Internet, rien n'a de conséquences et tout ça, mais il y a des gens derrière. Voilà. Là, au moins, il y a cette partie-là qui peut être à garder. S'il vous plaît, soyons, voilà, ne soyons pas harceleurs ou quoi qu'est-ce. Voilà. Le mal est déjà fait, ça ne sert à rien d'en remettre une couche. Ça ne sert vraiment à rien. Nuance, modération, s'il vous plaît, et surtout intelligence et réflexion. Ça arrive vraiment jamais une situation où toute la vérité est d'un côté ou toute la vérité est de l'autre. Il n'y a pas de méchant et il n'y a pas de gentil dans l'histoire. Il y a juste des gens qui ont décidé de prendre un parti pour quelque chose et finalement, profitons de ce qu'on a à profiter. Ça reste juste du divertissement sur Internet. La base, c'est du divertissement sur Internet. Donc, soyons là, juste pour nous divertir, passer un bon moment. Et puis, voilà, comme ce qu'on disait au tout début de l'histoire, si jamais il y a un moment où vous n'êtes pas content, il y a une petite croix en haut à droite. Vous éteignez votre ordinateur et vous profitez de ce que vous avez autour en physique, en vrai. Donc voilà, ça y est. Donc on a signé ce petit contrat. Et puis mention lue et approuvée. Bonjour Grégoire, casse-toi d'ici, c'est ma caisse. Grégoire, attention. Donc, il s'est barré. Donc, ce soir-là, de quoi va-t-on parler? Eh bien, on va parler un petit peu de ce brave moteur de Volkswagen. Et il y a plein de gens qui disent ouais, ça va être un moteur, c'est un moteur Volkswagen, c'est Ferdinand Porsche qui l'a conçu, etc., etc. Alors, c'est-à-dire que le bicylindre à plat refroidi par air, ça date depuis un petit. Merci Guip pour ton message épinglé. C'est très gentil. Donc, ce petit moteur Volkswagen date des années 30. Le 4 cylindres à plat et le moteur à refroidissement par air, ça date depuis un sacré moment, quand même. Parce que dans les années 20, dans la fin des années 10, il y a déjà Tatra, par exemple. Les gens vont dire, ah ben dis donc, et il leur dit à chaque fois. Ben oui, il y a déjà Tatra qui fait la Tatra 11, qui est une très jolie voiture d'ailleurs. J'en avais parlé dans le stream sur Tatra. Je vous conseille, elle est disponible en VOD si vous avez 3 heures à parler de Tatra. Donc, bref, il y avait déjà la Tatra 11 qui avait un bicylindre à plat refroidi par air, par exemple la 2 chevaux, un bicylindre à plat refroidi par air. Alors la 2 chevaux de mémoire, ça sort en 48. Donc, avant-guerre, on va pouvoir dire qu'il y avait quelques marques quand même. Il y avait déjà Mercedes qui fabriquait des voitures avec des bicylindres ou 4 cylindres, je ne sais plus, les Mercedes 170 de mémoire, qui étaient des moteurs à plat refroidis par air. Et puis vous aviez Tatra, avec la Tatra 97, qui avait fait un petit moteur à plat.
Donc de là à dire, ouais, c'était un coup de génie de faire un moteur à plat refroidi par air, si jamais vous regardez le prototype de la Tatra 570, qui date d'avant les premiers prototypes de la KDF, qui était la voiture d'origine de ce projet-là, eh bien, elle est aussi équipée d'un moteur à plat refroidi par air, etc., etc., etc. Donc, bref, on n'est pas là non plus pour faire le procès. Un procès, il y en a déjà eu un à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il y a eu un procès de Tatra envers Volkswagen, sachant que Volkswagen était plutôt du côté ouest, donc du côté libéral, où il pouvait faire énormément de chiffres, et que Tatra, à l'époque, était de côté est, donc du côté... s'en fiche un petit peu de faire du volume, il faut juste une voiture adaptée à une utilisation, etc. Eh bien, Volkswagen a payé l'amende, sans appel, sans truc comme ça, sans rien, c'est juste ils ont payé l'amende. Ça a fait que le procès a pas fait de bruit ou de machin, et ils se sont juste dit, voilà, on a payé l'amende, on a payé les brevets, on a le droit de faire ce truc. Enfin, et effectivement, voilà. On arrive à ce truc-là. Donc, alors, avantage de ces moteurs-là refroidis par air, vous avez vu comment c'est compact. Enfin, le moteur, il est quand même relativement léger, puisqu'il n'y a pas tout le circuit de refroidissement. Il y a un autre truc qu'on va voir, c'est que là, vous avez ce qui s'appelle ici une soufflante, donc qui est une turbine de refroidissement. Donc là, vous avez tout un carter. Alors attendez, je vais peut-être vous mettre une caméra quand même, pour qu'on puisse voir de plus près cette histoire. Parce que là, je vous montre tout ça de loin, mais on s'en fout de voir ça de loin. L'avantage de la fabrique auto, c'est qu'on voit les choses de près. Hop, hop. Attendez, je vais mettre ça comme ça. Tac. Tac. Et un truc comme ça. Alors, comment est-ce... 1, caméra 1. Et là, je vais même faire un truc de ouf, c'est que je rajoute la caméra 3 comme ça dans le coin. Alors, je vais même mettre, hop là, ça en plus petit, que vous puissiez voir ça en grand, et tac, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a, alors jusqu'ici, a priori, on a un embrayage, on a ici un volant moteur, vous voyez les petites dents ici, c'est le démarreur qui vient se prendre là-dessus, et ensuite, ce moteur-là, il a une particularité, c'est qu'il est tout encapsulé. En fait, là, les pièces noires que vous voyez, ce sont juste des... Enfin, juste, entre guillemets, ce sont des tôles. Ici, des tôles qui vont guider un flux d'air. Parce que vous avez tout ce grand carter-là en acier, noir. Il y a un gros ventilateur dedans. Un gros ventilateur qui est relié à ça, qui est relié à l'alternateur. Avec une courroie ici. Courroie qui vient comme ça, là. Tac. Hop là. Et qui vient se prendre comme ça. Donc là, vous avez Villebrequin qui entraîne la courroie. Alors, bref, on n'ira pas faire de blagues là-dessus en ce moment. Et ça entraîne une courroie qui, elle, entraîne le ventilateur et qui entraîne, qui cherche à emmener de l'air partout autour du moteur. Étant donné que le moteur est un moteur à refroidissement par air, vous n'avez donc pas de liquide de refroidissement. Nulle part. Vous n'avez pas le seul liquide de refroidissement que vous avez dans ce moteur-là, c'est de l'huile. Et le seul fluide, par ailleurs, que vous avez, eh bien, c'est de l'huile. Donc, par ailleurs, dans ce moteur, l'huile sert à la lubrification d'un et au refroidissement de deux. Donc là, ce qu'on va faire ce soir, c'est qu'on va démonter un côté, puisqu'il y a une petite particularité sur ces moteurs. Enfin, vous verrez aussi. Je vais essayer de vous montrer un petit peu tout en global. Alors, il y a quand même il y a encore deux, trois avantages quand même dans ce moteur-là. Hop. Truc assez particulier sur ces moteurs, c'est que vous voyez, là, le bloc central, en fait, il est coupé en deux. Ça s'appelle un split case. C'est le cas de la plupart des moteurs à plat, en fait. C'est qu'on peut ouvrir le moteur en deux et on vient enserrer en fait le Villebrequin au milieu.
Et alors, il y a quelques moteurs à plat qui n'ont pas ce genre d'architecture. Vous voyez par exemple les moteurs à plat d'Alfa Romeo 33 ou d'Alfa Sprint qui n'ont pas ce montage-là. Il me semble que les moteurs de Subaru n'ont pas ce montage-là non plus, et peut-être quelques blocs de chez Porsche à vérifier. Alors, ça a un énorme avantage en termes d'industrialisation quand même, en termes de fabrication. Tenez, là, on voit vachement bien le plan de joint du moteur. Donc là, si jamais on enlève l'embrayage, en fait, on voit que le moteur, il est coupé en deux. Et vous avez 2 cylindres d'un côté et 2 cylindres de l'autre. Donc, comme je disais, c'est un énorme avantage en termes d'industrialisation, parce que c'est plus simple à fabriquer. Et l'inconvénient, par contre, c'est que, en termes de rigidité, c'est pas dingue, quoi. Vous voyez, c'est surtout, ce qui est impressionnant, c'est le moteur est hyper court, en fait. Par ailleurs, autre truc de montage un peu particulier sur les Volkswagen, comme ça, sur les coccinelles, enfin, coccinelles et autres dérivés, c'est que le moteur, il est monté en porte-à-faux dedans. En fait, il n'y a pas de support moteur à proprement parler. Le seul support qu'il y a, en fait, c'est le moteur est vissé sur la boîte et il y a des gros patins qui sont en dessous de la boîte, mais une fois que vous avez dévissé les 4 vis qui sont ici, là, il y a 1 vis, 2 vis, 3 vis, 4 vis. Une fois que vous avez défait les 4, le moteur, il s'en va. Et en fait, dans la voiture, le moteur, il est suspendu par ces 4 vis. Il n'y a pas de support. Alors, si j'étais mauvaise langue, j'aurais tendance à dire que c'est parce que le moteur il vibre énormément, donc on est obligé de le suspendre un petit peu et d'éloigner les vibrations. Mais ça, c'est mon côté purement mauvaise langue. On va le mettre un petit peu, on va le dénuder un petit peu, ce moteur-là. Comme ça, on va surtout mieux voir. Alors, il pèse combien le sac à dos? Je crois que ça pèse une 50aine de kilos. De mémoire, c'est pas si lourd. Alors, c'est imbranlable à prendre si jamais vous voulez le manipuler. Mais, bon, pas envie de me péter le dos non plus. Mais, ouais, je crois que ça fait une 50aine de kilos. Alors, qu'on ne m'y reprenne pas, mais je vais un tout petit peu défendre Porsche et Volkswagen cette fois-ci. Alors, en défendant Porsche et Volkswagen, c'est qu'il y a une raison technique que ce moteur-là soit monté à l'arrière. Que les moteurs de 911 aussi soient montés à l'arrière, il y a une vraie raison technique. Parce qu'on pourrait se dire, quand il a fait la 356, Porsche, il a globalement copié une Volkswagen. Et vous regardez une coccinelle et une 356, 356, c'est globalement une coccinelle qui a fondu au soleil. Hein. Elle est un peu plus longue, un peu plus large et un peu plus basse. Mais globalement, ça se ressemble. Même en termes mécaniques, ça se ressemble énormément. C'est des moteurs qui sont plus gros. Donc de mémoire, 356, c'est 1500, 1600. Et puis je crois qu'il y a eu des 2 litres ou des 2 litres 100 dedans. Mais ça ressemble. Alors que la 911, quand elle sort en 64, c'est une toute nouvelle voiture. Mais c'est une toute nouvelle voiture, mais qui ressemble vachement en fait à une 356 ou à une Cox. Et on pourrait se dire, c'est parce que M. Porsche, il a eu la flemme. Mais en fait, non, non, il n'a pas tant eu la flemme que ça, le petit M. Porsche, c'est qu'il a fait un truc cohérent avec son époque. Attendez, je vais gueuler dessus. Vous pouvez arrêter avec le bruit, c'est chiant! Bon, j'ai eu en réponse juste des ricanements. Moins de bruit, Greg. Alors, c'est pas des bruits Discord, hein, c'est juste qu'ils sont en train de taper sur des disques de frein. Parce que y a Grégoire et Charles qui continuent de bosser à l'autre côté de l'atelier. Enfin, merci. Donc, ça c'est un vrai patron. Est-ce que ça y est, c'est mieux? Donc, que disais-je? Oui, Ferdinand Porsche, quand il conçoit la 911, il a globalement une feuille blanche.
Et s'il repart sur un concept très similaire, c'est pas parce qu'il a la flemme, c'est parce que à l'époque, je tiens à le préciser, c'était une solution très viable d'avoir le moteur en porte-à-faux à l'arrière. Alors pareil, les premières 911, elles avaient aussi le moteur qui était suspendu par la boîte. Le truc, c'est que pourquoi ce moteur en porte-à-faux à l'arrière, il était intéressant? Il était intéressant parce que ça nous permettait de mettre beaucoup de poids sur le train arrière. Et sachant qu'on faisait des voitures puissantes. Alors, remettons les choses dans le contexte. C'est que pour l'époque, une 911, c'est puissant. Une 911S, c'est jusqu'à 160 chevaux. Il y avait les versions R qui pouvaient atteindre 180 ou 200 chevaux en course. Mais rappelez-vous, la largeur des pneus. En fait, les pneus, on ne savait pas exactement encore faire des pneus à carcasse radiale. Donc, un pneu à carcasse radiale, c'est un pneu qui est plus souple que les pneus à carcasse diagonale. Et les pneus anciens, les très vieux pneus, donc années 60 et avant, en fait, on fait des carcasses diagonales. C'est comment est-ce qu'on assemble les tresses dans les pneus. Et les carcasses diagonales, c'est super rigide. L'avantage du super rigide, c'est qu'on n'éclate pas les pneus sur le moindre nid de poule. L'inconvénient, c'est que le pneu, il a du mal à se déformer, et donc il a du mal à épouser la route, et donc il a du mal à adhérer. Comment est-ce qu'on fait? Eh ben, du coup, on charge le pneu à mort. Et comment est-ce qu'on fait pour charger le pneu à mort? Eh ben, l'essieu qui a besoin de motricité et qui a besoin de grippe, on lui met du poids dessus. Mais comment est-ce que vous faites si vous voulez mettre du poids sur un essieu, mais tout en ayant une voiture légère? Parce que rappelons-le, une Porsche 911, les toutes premières, c'est moins d'une tonne. Donc comment est-ce qu'on fait avec une voiture de moins d'une tonne pour mettre du poids sur un pneu? Eh bien, si vous avez... Attends, je ne sais pas encore où je vais avec mon explication, mais si vous avez, voilà, 2 points d'appui, donc par exemple mon essieu avant, mon essieu arrière, si vous avez du poids à mettre, vous allez techniquement le mettre ici au milieu. Mais si vous le mettez à l'arrière en porte-à-faux, vous allez créer un bras de levier. Et en créant ce bras de levier, vous allez virtuellement mettre beaucoup plus d'efforts sur le train qui est concerné. Donc, le montage en porte-à-faux, ce n'est pas juste par question de flemme, ce n'est pas juste parce qu'on copie un montage qui a déjà été fait, etc. etc. C'est juste qu'on a un vrai intérêt. Vous regardez une R8 Gordini également, enfin une R8 même de manière générale, une Renault R8, hein, une Renault R8, R10, une Dauphine, c'est foutu exactement pareil. En fait, dès qu'on arrive années 50-60, qu'on commence à avoir de la voiture assez légère, mais surtout qu'on veut de la tenue de route. À l'entre-deux-guerres, la tenue de route, on s'en bat la race parce que les routes goudronnées, c'est encore un petit peu limite. Enfin, c'est pas diffusé partout. Donc, l'adhérence, on s'en fout. On veut juste des voitures confortables. Donc, on fait des suspensions relativement souples. Et puis, si la voiture se vautre dans le virage, bah, c'est juste qu'on n'avait qu'à pas rouler aussi vite parce que, en fait, il n'y a pas de route. Là où nous allons, nous n'avons pas besoin de route. Eh bien, à l'entre-deux-guerres, et même avant la Première Guerre mondiale, eh bien, on cherche juste à avoir des voitures confortables, des voitures qui ne crèvent pas des pneus toutes les 20 minutes. Donc c'est pour ça qu'on fait des pneus très rigides et des suspensions très souples. Et on s'en fout de la tenue de route. Et après la Seconde Guerre mondiale, on commence à avoir de la route goudronnée, on commence à avoir envie de rouler un petit peu vite. Rappelez-vous, le critère de la conception d'une coccinelle, c'est une voiture qui puisse rouler à plus de 100 km/h. Et donc, du coup, comme on commence à avoir de la voiture qui va vite, mais pour faire de la voiture un tout petit peu économique, on comprend déjà qu'il ne faut pas que la voiture soit trop lourde, ou alors il faut beaucoup plus de puissance, mais dans ce cas-là, ça coûte très cher. Donc, on trouve des moyens, des petites astuces pour se donner beaucoup de grippe à pas cher. Et beaucoup de grippe à pas cher, ça nous donne le moteur en porte-à-faux arrière. Et voilà, la conception de la Volkswagen était vraiment pas terrible. Entre châssis chewing-gum, direction floue et moteur tout à l'arrière, oui et non. La Volkswagen coccinelle était super bien conçue par rapport à ce pourquoi elle a été faite. Elle a été faite pour être pas chère,
Elle a été faite pour plutôt bien tenir la route par rapport à son prix de conception et à la largeur de ses pneus, surtout. Et puis, il n'y a pas trop de train avant. Le moteur il est tout à l'arrière. Mais je vous rappelle que si jamais une voiture elle glisse, on préfère qu'elle glisse de l'avant que de l'arrière. Remettons dans le contexte, à l'époque, ce sont des pneus à carcasse diagonale. Donc ce sont des pneus ultra rigides. Étant donné qu'on ne met pas beaucoup de poids sur le train avant, et c'est vite le train avant qu'on perd. Et c'est ça le piège là-dedans, c'est que quand aujourd'hui on remet des pneus à carcasse radiale, on dénature un petit peu la conception d'origine de la voiture et donc on découvre des nouveaux problèmes. Et en plus de ça, aujourd'hui, on roule toujours sur des routes goudronnées de super bonne qualité et on roule de manière générale plus vite qu'à l'époque. Remettons dans le contexte, cette voiture-là, la conception, c'est années 30. La toute première KDF, donc le nom de la voiture avant qu'elle s'appelle Coccinelle, c'est 1938. 1938. Ça date quand même d'il y a un sacré moment. Et je trouve ça dommage de rester cantonné à l'idée que la voiture, elle tient pas la route, la voiture, elle avance pas, et la voiture, elle freine pas, il n'y a pas de train avant. Je trouve ça dommage, parce qu'il faut remettre dans le contexte. C'est une voiture qui date de 38. Donc, en 38, la voiture, elle tient super bien la route. En 38, la voiture, elle est franchement pas chère par rapport à ce qu'elle apporte, parce que toutes les autres voitures, elles sont globalement plus chères, parce que la plupart fabriquées à la main. On est encore dans ces époques-là. Hein. On est encore dans des époques où les ossatures sont en bois. On est encore dans des époques où on a un châssis et on vient poser une caisse dessus. Donc la voiture, elle est, je ne vais pas dire elle est révolutionnaire, parce que c'est quand même sacrément copié de Tatra. Et s'il y en avait un qui devait être révolutionnaire, c'était plutôt Tatra que Porsche. Mais voilà, je viens quand même défendre un petit peu les voitures anciennes. C'est qu'on a vite tendance en fait à comparer avec des voitures modernes. Oui, par rapport à une 208, par rapport à une Peugeot 208, une Volkswagen Coccinelle, ça rame du cul, ça freine pas du tout, ça tient vraiment pas la route, en plus il n'y a pas la clim, et c'est-à-dire qu'en termes de crash test, c'est une catastrophe. Mais déjà, vous achetez pas la même époque de conception. Alors c'est à peu près au même prix aujourd'hui vu la cote des coccinelles, mais vous achetez pas vraiment la même conception et puis vous achetez pas vraiment la même époque non plus. Il y a quasiment 100 ans d'écart entre une 208 et une coccinelle. Hop, attendez. J'ai un câble qui traîne par terre. Je le ramasse. Comment ça, une coccinelle de 38 n'a pas d'autopilote? C'est honteux. Ben ouais, hein, c'est quand même fou. Hein. Les critères. Les critères. Et là, on est purement... Alors, on est dans une époque, en plus de ça, où chaque pays est en train de se fabriquer sa petite voiture populaire, pas chère, etc. On regarde tout juste après-guerre, chaque pays d'Europe, la plupart du temps, s'est fabriqué sa voiture populaire, pas chère. En France, on a eu la 2 chevaux au début. La 2 chevaux, je crois que c'est 48. En Italie, il y a eu la Vespa d'abord, puis ensuite la Fiat 500. Alors, il y a eu la Fiat 600 d'abord, et puis ensuite, c'est devenu la Fiat 500. La Fiat 600 qui avait un petit 4 cylindres en porte-à-faux arrière, encore une fois. Et plus tard, c'est devenu la Fiat 500, encore moins chère. Vous aviez, en Angleterre, vous aviez la Morris Minor, qui a été conçue par le papa de la Mini, et donc la Mini qui est sortie ensuite, et qui a aussi fait un gros carton. Et puis, en Allemagne, vous aviez la Coccinelle, vous aviez la Lada, donc la Gigouli, donc la Lada 2101, je crois, en Russie, qui sortait. Donc c'est vraiment une époque où on a besoin de remotoriser, enfin même pas de remotoriser, on a besoin de motoriser les pays, parce qu'il y a eu des avancées qui ont été faites pendant la Seconde Guerre mondiale. Notamment, on a fabriqué énormément de routes. On s'est rendu compte qu'on pouvait déplacer beaucoup de gens très très vite. Et puis, c'est surtout, il y a toute la reconstruction, et c'est le début des 30 Glorieuses. Donc, on est en train de vraiment se rendre compte qu'on peut avoir du transport individuel, on peut avoir du transport individuel pas trop cher,
Et voilà, ça a été, là ensuite, ça a été le début de toute l'automobile très, très, très populaire. Il y a eu des voitures populaires à l'entre-deux-guerres, hein, si on parle de la Ford T. C'est 15 millions d'exemplaires quand même. Alors, notre cher Coccinelle a mis une vitesse à la Ford T, puisque une Ford T, c'est 15 millions d'exemplaires. Une Coccinelle, c'est entre 21 et 24 millions d'exemplaires, en fonction de comment on regarde et quels sont les chiffres de production, etc. etc. Mais il faut voir sur combien de temps ça a été fabriqué aussi. Est-ce qu'on n'irait pas bricoler des trucs? C'est quand même ça qui est intéressant, de bricoler des trucs. Hop. Tac. Alors comme je vous disais, moi, ce que je veux faire, alors, je vais essayer de vous cadrer ça à peu près correctement. J'ai dit je vais essayer, hein, j'ai pas dit que j'allais réussir. Ça c'est la caméra 1. Voilà! Là vous avez un banc de cylindre. Donc là, pour repère, ici, là, on a le vilebrequin qui est par ici, et là il y a un banc de cylindre, le cylindre 2 et 1 devant. Vous avez ici la culasse, et vous avez besoin d'une commande en fait. Là, vous avez des soupapes qui sont ici, donc on parle d'un moteur qui a des soupapes en tête, d'un moteur OHV, Overhead Valve, mais l'arbre à cam, lui, il est en bas là. Donc il y a besoin de transmettre le mouvement de l'arbre à cam, et le mouvement de l'arbre à cam, il se fait à travers ces tubes. On appelle ça des tubes enveloppes. Et ensuite, on a la culasse et on a des culbuteurs là-dedans. On va ouvrir ici pour voir la tronche des culbuteurs. Et après, en fait, il faut enlever les culasses pour changer les joints de ces tubes. Les joints, ça fait un sacré moment qu'ils sont là. Ils commencent à se pisser dessus. Donc là, ce qu'on fait comme opération, c'est qu'on change les joints des tubes enveloppes. Et pour ça, il y a besoin de déculasser. Et sur un moteur à refroidissement par air, spoiler alerte, il n'y a pas besoin de joint de culasse. Et ouais, gros avantage. Refroidissement par air égale pas de joint de culasse, parce que le joint de culasse est fait pour l'étanchéité entre toutes les canalisations. Bah là, en fait, on met juste des joints pour l'huile, et c'est tout. Et après, le reste, on se débrouille autrement, on fait des usinages un peu particuliers. Et tac, vous voyez ici les culbuteurs. Donc là, vous avez un grand tube ici qui est une rampe de culbuteur. Et là, vous voyez, là, 1, 2, 3, 4, là, vous avez les fameux culbuteurs qui nous intéressent. Donc moi, il va falloir que je libère ici, ça c'est une culasse qui est autour. Il va falloir que je libère cette culasse ici pour pouvoir aller changer les joints des culbuteurs. Hop. Pour libérer la culasse, alors attendez, je vais essayer de faire un plan un tout petit peu plus large, parce que là c'est un poil trop zoomé. Voilà, peut-être que comme ça c'est pas mal. Tac. Donc là vous voyez une tôle ici, tôle qui cherche en fait à limiter les remontées de chaleur. Là vous avez l'échappement qui est en dessous, et on a globalement une partie froide qui est en haut du moteur et une partie chaude qui est en bas du moteur. Et l'objectif de toutes ces tôles, c'est de garder la température en bas, et après, on cherche à évacuer la chaleur d'en bas. Donc, moi, il faut que j'enlève cette tôle-là, il faut que j'enlève ce fil de bougie. Ça va, enlever un fil de bougie, je devrais m'en sortir. Hop. Ensuite, il faut que j'enlève cette admission ici. Pour enlever l'admission, j'ai un petit collier là à défaire. Donc, recollier à défaire. Alors là, il y a des manchons caoutchouc. Donc entre la partie principale de la tubulure d'admission et ici, vous avez des manchons caoutchouc. Et c'est là que c'est malin en fait, c'est qu'ils avaient déjà, depuis le début de la conception, ils avaient anticipé que le moteur, il avait des petits soucis. Alors c'est même pas des soucis, c'est juste que il n'est pas particulièrement rigide, ce moteur. Comme tout est un assemblage boulonné, vous n'avez pas un bloc qui est ultra solide.
eh bien, il vaut mieux anticiper tout ça. Eh bien, plutôt que de faire un seul collecteur qui fait toute la pièce, eh bien, vous mettez, vous mettez un assemblage élastique, donc un petit manchon caoutchouc, et là, vous prenez d'avance les problèmes. Vous les traitez en fait à l'avance. Vous anticipez. Et c'est pas plus con. En vrai, plutôt pas mal fait. Si je mets de côté ma mauvaise foi et mon fanatisme Tatra, c'est quand même des moteurs qui sont pas si mal faits. Ça sort assez vite, quand même, de la voiture. Et puis après, on bricole assez facilement, quand même, sur ces moteurs-là. Là, j'ai une petite rondelle à virer. Oh. Et là, normalement, je peux ensuite démonter ce truc-là. Démonter mon collecteur d'admission. Alors c'est beau quand c'est neuf, le moteur il est bien vieux celui-là. Hein. Alors c'est pas le moteur d'origine. Une ovale, je crois que les versions, les coccinelles ovales, ça s'arrête en 57. Ça c'est un moteur plus récent que 57. Alors qu'est-ce qui m'embête? Il y a ça qui m'embête. Je vais quand même pas démonter tout ça. Non. Je vais tenter. Hop, je vais ici. Je vais me faire de la place. C'est ce que j'ai appris dans la mécanique. Et quitte à prendre un peu plus de temps à bricoler, eh ben on se fait de la place. Merci à Mayatsuki pour ton abonnement. Il pue ce moteur. Alors, cette voiture-là, c'est une voiture qu'un de nos clients nous a déposée pour faire l'entretien, un gros entretien, parce que globalement, on est en train de rattraper pas mal de bidouilles qui ont été faites sur ce moteur-là. Parce que c'est une voiture qui vient de Buenos Aires, que le propriétaire a acheté à Buenos Aires. C'est une voiture qui a été fabriquée originalement en Allemagne, qui a été vendue ensuite en Amérique du Sud, et que le client ensuite a rapatrié en France. Donc la voiture a un bilan carbone désastreux. Et en fait, il y a eu tout un bricolage dessus, puisqu'on a refait pas mal d'éléments de châssis. Et en fait, les freins, la boîte de vitesse et tout ça ne sont pas des éléments d'origine sur cette voiture-là. C'est des éléments de après 58, parce qu'il y a eu un grand changement technique entre 57 et 58. Et du coup, cette voiture-là, elle a plein d'éléments d'après 58, alors que la caisse est supposée être de 56. C'est ça aussi qui est souvent galère avec les coccinelles, c'est qu'en trouver une d'origine, c'est compliqué. Voiture allemande en Argentine, c'est pas un pléonasme. Alors je ne sais pas quand est-ce qu'elle est arrivée en Argentine. Je sais pas si pour moi, ce qu'on m'a raconté, c'est en 56 qu'elle est arrivée en Argentine. Après, tu me diras, ça pourrait correspondre en termes de date. Alors, ça, une espèce de tôle à la con, c'est bon, c'est viré. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai ce manchon-là qui dégage, mais ça, c'est bon. Est-ce que je suis obligé de virer cette tôle-là? Si je suis obligé de virer cette tôle-là, celle-là, là, je vais dézoomer un petit peu encore, puisque là, je suis en période de réflexion. Hop. Toutes ces tôles, en fait, elles servent à guider un flux d'air. Vous avez ici un gros ventilateur, donc qui est relié à cette pièce-là, et relié à cette pièce-là, dans le gros ventilateur, qui entraîne de l'air, et l'air, en fait, on cherche à l'orienter
aux endroits qui nous intéressent. Donc refroidir ici les cylindres. Donc on vient encapsuler le cylindre pour forcer à avoir un énorme flux d'air autour des cylindres pour les refroidir. Tac. Comment ça va? Comme ci, comme ci, comme ci, comme ça. De toute façon, moi j'ai cette tôle de con là. Ah là, là. Alors, c'est la foire à la saucisse en termes de visserie. Il y a un peu tout et rien. Il y a des montages qui sont filetés, il y a des montages qui ont des écrous. Donc ça, c'est un truc. Bah, de toute façon, dès que vous le démontez, ça, c'est sablage, c'est peinture. Pour ensuite pouvoir refaire un truc un peu propre. L'avantage, par contre, c'est que un petit peu, avec un peu d'effort de peinture justement et de sablage, bah, vous avez un moteur qui ressort vraiment, vraiment propre. Parce que vous avez quelques tôles à repeindre. Et en fait, comme ça recouvre tout le moteur, et ben ça se voit bien, quoi. Donc là, vous voyez, c'est juste des tôles qui servent de guide pour l'air. Mais elles sont vachement importantes, ces tôles. On aurait tendance à se dire, bah, je les supprime, tu vois, ça me fait gagner du poids et ça me fait gagner de la ventilation. Mais en fait, non, pas du tout. Pas du tout. Elles sont là exprès pour. Alors, je crois que là, ce morceau de pipe d'admission va me casser les noix. Mais ce morceau aussi. Parce que là j'ai ça en fait qui va m'emmerder. Sauf que retirer ça, ça veut dire retirer beaucoup de choses quand même. Hein, je suis tiraillé. Parce que si je dois retirer ici mon alternateur et la soufflante. Alors, attendez. Si je dois retirer l'alternateur ici, ça veut dire qu'il faut que je retire ce carter-là. Et pour retirer ce carter-là, il faut que je vire le carburateur. Sauf que... là, tu me diras, la pipe d'admission, elle est quand même pas bien fraîche. Hein. Mais retirer ça... tu me diras, c'est pas si long. Tu me diras, c'est pas si long. Là, il y a une espèce de... Ça doit être la commande de starter ou l'étouffoir. Allez, on va tenter. Alors c'est une espèce de montage un peu bizarre parce que normalement ce moteur-là est supposé avoir un carburateur vachement plus gros. Là c'est un carburateur tout petit, donc c'est un carburateur de 1200 cm3 qui est monté sur un moteur qui est supposément à 1600 cm3. Donc normalement c'est un 1,6 litre ce moteur-là, mais il a une admission de 1,2 litre. Donc là c'est pas la folie. En termes de performance, pour avoir roulé un petit peu avec, c'est vraiment pas la folie. Alors là, cette durite-là, ça dégage, parce que la durite d'arrivée d'essence. De toute façon, celle-là, fallait qu'elle dégage, parce qu'elle est sèche comme une tarte dans la gueule. Donc ça s'en va. Et là, il y a un petit tuyau de dépression qui lui, est sec tout aussi. Donc, ça dégage. Et là, il en reste encore. Donc là, il y a un renifleur d'huile. Donc là, une récupération des vapeurs d'huile par ici, ce tuyau-là. Merci à Artagame pour ton abonnement. Hop, mais attends, ça je l'avais défait, non?
Voilà. Et là, carburateur dégaged. Et once le carburateur il se dégaged, je pense que en défaisant ce truc-là, là, je sais pas si on voit, là, si on voit ici, là, tac, je défais ça, et ça me permet de virer là la tubulure d'admission. Ça sent l'essence pourrie. Vraiment, ça sent la très vieille essence. Je peux expliquer aussi pourquoi le moteur il a un peu de mal à tourner, c'est que la voiture, ça fait très longtemps qu'elle n'a pas tourné. Hop. Bon, là, c'est bon, je me suis donné de l'espace. Parce que ce que j'aimerais bien... Là, il faut que j'enlève. Toc, j'ai deux adaptateurs, normalement, de puits de bougie. Là. Et ensuite, je peux enlever des fils qui me font chier. Toc, voilà, deux fils qui me font chier, retirés. Je vais reculer encore un petit peu. Que vous voyez la globalité. Hop. Et là, donc j'ai un collecteur d'admission qui est ici. Là, c'est une grande rampe. Donc là, mon carbu, il plonge ici et il vient me distribuer deux cylindres ici, le 3 et 4. Et là, il vient me distribuer deux cylindres ici, le 1 et 2. Là, le truc, c'est que j'aimerais bien virer ça pour pouvoir ensuite me libérer ce truc-là. Donc là, une vis, une vis, une vis, une vis. Là, j'ai 4 vis. Et après, j'ai une grosse vis ici. Donc, grosse vis de 13. Parce que... Bon, hop, on y va. Pas le temps de niaiser. 13. Donc. Hop, là aussi, on voit que c'est un moteur qui est bien plus récent, puisque ce dispositif-là, c'est un alternateur. Et sur les modèles plus anciens, genre comme ça devrait être le cas sur celui-là, normalement, c'est supposé être une dynamo. C'est deux façons de faire de la charge. Globalement, et comment tu vas tout remonter? Ben, je vais me débrouiller. Hein. Jusqu'ici, j'ai réussi à toujours tout remonter. Hop. Hop. Et là, j'ai un écrou qui est perdu et qui est retrouvé. Hop. Et ensuite, reste ça ici. Donc. Alors, chose qui est amusante, entre guillemets, c'est que en Amérique du Sud, pendant très longtemps, l'exploitation pétrolière, c'était pas trop ça. Par contre, il y avait des champs de canne à sucre. Et avec les champs de canne à sucre, eh bien, on a fabriqué du carburant qu'on appelait de l'alcool, mais en fait qui est de l'éthanol. Et on a adapté très tôt des moteurs à tourner à l'éthanol. Et donc ça fait que dans ces pays-là, vous aviez des versions spécifiques de ces moteurs-là qui étaient adaptées à rouler à l'éthanol. Donc c'est des réglages de carburation et d'allumage qui sont un peu différents, mais genre dès les années 60, il y avait déjà des moteurs comme ça, alors souvent moteurs Volkswagen mais autres, qui étaient adaptés à l'éthanol. Voilà, chose fun fact. En fait, on parlait à l'époque, si vous regardez des articles de ces époques-là, ils disent que c'est des moteurs qui roulent à l'alcool. Et en fait, c'est de l'alcool, du groupement chimique alcool. Alors, ça c'est bon, je suis libéré, délivré. C'est là que je vais réussir à le défaire lui et à me dire que en fait j'ai démonté tout ça pour rien. J'ai pas l'impression.
une clé à cliquet. Hop. Et par ailleurs, l'Amérique du Sud et le Brésil, par exemple, étaient un tellement gros marché pour Volkswagen qu'ils ont fini par implanter des usines et à créer des moteurs, des modèles spéciaux pour là-bas. Notamment, si vous regardez les Volkswagen SP1 et SP2, qui sont ultra stylés et qui étaient réservés marché sud-américain. C'est-à-dire qu'il y a des petits coupés un peu sportifs, un peu stylés. Il y a les Volkswagen Puma aussi, qui étaient des espèces de montages un peu bizarres, mais qui étaient relativement stylés et réservés au marché sud-américain. On n'a pas pu profiter de ces voitures-là. Bon, on a eu d'autres voitures spécifiques chez nous. Par ailleurs, en voiture spécifique marché sud-américain, ils ont une Dacia Sandero RS. Et ouais. Et wesh, ma gueule. Voilà, tu prends une Dacia Sandero, tu lui mets le moteur, je crois que c'est le moteur de la Twingo RS, c'est le 1,6 litre 130 de la Twingo RS, et ça devient leur Dacia Sandero RS. Réservé marché sud-américain. Ça va arriver, hein. C'est imbranlable au possible en termes d'accessibilité. Ça, c'est le genre de truc, c'est trop simple à remonter après. Ça y est, une vis qui est défaite. Il en reste une. Et il en reste encore une. Attends. Pour éviter de me retrouver piégé. Donc, la dernière petite vis qui traîne. Et là, on défait l'autre morceau. Il pue ce moteur, c'est un truc de ouf. Et les moteurs qui ont été longtemps immobilisés, ils sentent la vieille essence. L'essence pourrie ou frelatée, bah ouais, vraiment, c'est ça quoi. En fait, l'essence, ça s'oxyde. Et alors, où sont les clés plates à cliquer? Elles sont là. Sauf que le truc, c'est qu'une fois que je vais avoir fini de desserrer, la clé plate, elle sera bloquée entre le bout de vis qui reste et le collecteur d'admission. Donc je vais finir par me faire avoir. Et après, tu te retrouves obligé de revisser la vis pour pouvoir libérer ta clé. Oups. Ça va sinon, vous? Là, c'est un peu long, hein. Pour juste une vis à la con, hein. Pas des histoires. Hop. Si je me mets comme ça, ça va, on papote entre nous, donc très bien. C'est devenu c'est le café de la gare, le chat ici. J'ai les doigts un peu gros pour passer, pour finir de desserrer. Ils sont pas un peu gros, mes doigts, ils sont pile à la bonne taille pour adapter. C'est le moteur qui est trop petit. Ça, c'est le Joseph Mindset. Allez, ça y est. Ça y est, petite pince. Petite pince. Et hop là, on est libéré. Et comme prévu, ça se libère pas du tout. Yes. Comment on se libère tout ça? Alors là, l'espèce de manchon de con, là on libère. Là, on libère aussi.
Vous vous rappelez quand je disais non, mais finalement, c'est pas si mal conçu comme moteur, vous oubliez. Voilà. J'aime pas ce moteur. Voilà, point. Ça m'a saoulé. Voilà, c'est connaître son ennemi. Faut comprendre pourquoi on l'aime pas, ce moteur. Ben voilà, ce genre de choses. Tout est amassé. Puis là, c'est une chouette version, c'est une version dépolluée en plus. Alors là, il y a le collecteur de ce côté-là qui m'emmerde. Donc là, allez hop, on enlève les bougies. Et on recommence la même chose. On défait les vis. Hop. On défait les écrous de ce côté. Promis, un jour on y arrive. En fait, c'est exactement ce genre de situation où tu as un ordre de montage et de démontage, et c'est tout. Si tu t'y prends pas comme il faut, exactement comme il faut, ton machin il est imbranlable à manipuler. Par contre, à partir du moment où tu connais tout, où tu as masterisé le montage et le démontage, ça va ultra vite. Là, c'est... Je ne sais pas si c'est déjà arrivé à d'autres mécanos, mais moteur de Cox, on nous a toujours dit, enfin moi tous les mécaniciens spécialisés Volkswagen refroidis par air comme ça, m'ont toujours dit le moteur c'est 20 minutes pour le mettre dehors, pour le sortir de la voiture. Oui. Sauf que le temps de regarder dans quel sens c'est monté, dans quel sens ça s'assemble, ça se démonte, ça se remonte, etc. Il y a bien plus que 20 minutes. La première fois que j'ai démonté un moteur de Volkswagen, alors sans documentation bien évidemment, sinon c'est pas drôle, j'ai mis à peu près 4 heures, le temps de tout comprendre, comment c'est foutu et tout ça, de rien péter. Voilà. Alors est-ce que j'ai déjà fait une 2 chevaux? Oui, on en avait une quand j'étais formateur. On avait une 2 chevaux. On tenait à cœur d'avoir une 2 chevaux dans l'atelier, parce que la plupart des stagiaires, c'est là-dessus qu'ils avaient travaillé en fait. Parce que dans quasiment tous les ateliers de voitures anciennes, c'est là, enfin, on trouve des 2 chevaux et il y a des travaux à faire sur les 2 chevaux. Alors là, ce qui est trop bien, c'est que je pourrais commencer à retirer le collecteur d'admission, puisque là, il est libéré et délivré. Mais il y a le pied de l'alternateur qui m'emmerde. Vous voyez, il y a ce pied-là, là, qui m'emmerde. Là, vous voyez le tuyau d'admission. Alors, il est fendu, mais il est fendu exprès. Il y a une rainure dans le caoutchouc pour le remettre là et le resserrer. Bon. Je crois que les nouveaux qu'on installe n'ont pas cette rainure-là. Je pense que ça doit être fait pour être changé sans avoir à tout démonter. Et pas plus mal, hein. Étant dans la place du mec qui doit tout démonter, moi je trouve ça pas con, hein. Je pense que j'ai le pied d'allumeur à démonter, enfin le pied d'alternateur à démonter. Merci à MCP Hugues 31, merci à Darkshitibus, merci à Torbal pour vos abonnements, c'est très gentil. Merci beaucoup. Allez hop, on y va dans la joie, la bonne humeur. Et surtout, sans préjugés quant à la qualité de conception de ce moteur-là. Hein. Surtout, hein. Attention. Hein. Oula non, loin de nous cette idée de porter des préjugés sur conception plus ou moins foireuse d'un moteur de Volkswagen. Oula non. Oula non. C'est tout enfoui là-dessous. Mais genre enfoui. Attends. Allez. Je me dis que
C'est merci à Slomo pour ton abonnement. Bonne soirée, Greg et Charles. Bonne route demain. Ils m'ont pas écouté, ils ont fermé la porte avant. Greg et Charles sont en vadrouille demain. Demain, je serai seul à l'atelier. Hop. Allez, dernière vis. Hop, c'est bon. Une vis, il reste une rondelle à la con que j'ai pas envie de paumer, donc je la récupère. Petit coup de chiffon. Levage de ça. Est-ce que ça s'en va? Lol, non. Est-ce qu'il y a un moment... Est-ce qu'il y a un moment ça finit? Lol, non, hein. Encore une fois. Alors attends, je vais essayer. Ça fait 20 minutes que je suis en train de dire « Attends, j'essaye de dévisser une dernière vis là avant que ça, pour que ça y aille. » Mais ouais, vraiment. En fait, on est vraiment à ce stade. Dans ces situations-là, je me méfie beaucoup de moi. Où je me dis, ça commence à me saouler, mais c'est peut-être parce que, voilà, la voiture, j'aime pas la voiture, j'aime pas le contexte dans lequel je travaille, machin. Donc je me méfie. Vous savez, des biais cognitifs et tous les trucs comme ça, genre ton environnement, alors inspire entre guillemets, mais surtout ton environnement influe sur ce sur quoi tu travailles, sur la façon dont tu es quand tu travailles et tout ça. Et je me dis toujours, voilà, quand je travaille sur une voiture qui ne me fait pas vibrer, est-ce que je manquerais pas un peu de patience parce que la voiture me fait pas vibrer? Donc, ça fait vraiment longtemps ou pas dans le chat? Ça fait 30 minutes de démontage et il te reste 40 minutes avant que ton frère arrive. Alors, je vous compte pas sur ce moteur-là le nombre de montages foireux qu'il y avait à base de fil de fer, de scotch, de trucs comme ça. On avait l'impression que c'était Joseph qui travaillait dessus. Voilà! Vous voyez la fameuse soufflante dont je vous parlais. C'est ça. Et donc là, vous avez le ventilateur l'alternateur qui tourne et ça fait tourner le ventilateur. Alors je crois, si je ne m'abuse, que j'ai démonté quand même une partie des trucs pour rien. Genre ce truc-là, là, le pied d'allumeur, j'aurais pu le laisser tranquille. Le collecteur d'admission, non, il me semble qu'il fallait qu'il dégage. Il y a lui qu'il faudrait qu'il parte. Je vais défaire là les deux vis à cet endroit-là. Donc là, c'est une bobine. Ici, c'est une bobine de montage d'allumage électronique. Bravo, t'as démonté pour rien. Alors, ce truc-là est payé à l'heure, oui et non. Dans le sens où, là, pour faire ma facture, tiens, vous allez rentrer même dans le monde de la facturation. J'ai fini ma comptabilité dimanche. La comptable m'a même félicité. Donc, déjà, exploit de ma part, je tiens à le préciser. Alors, elle m'a félicité en disant « Bravo, t'as fini ta comptabilité. Alors, il faudrait ça, ça, ça et ça comme document pour la prochaine fois. » Et voilà. In hell, there will be no relief. Ça y est, j'ai dégagé ça. Ça va pouvoir se barrer sablage peinture directement. Et donc, pour faire la facturation de ce truc-là, de ce moteur et le devis,
eh bien, j'ai demandé à une bonne connaissance qui est spécialiste de ces moteurs-là et qui m'a donné les temps, les vrais temps qu'il met lui, de sorte que, entre guillemets, le temps de découverte ne soit pas payé par le client. Hop. Hop là. Voilà. Et là, on voit bien le moteur. Là, vous voyez le moteur nu, en fait. Voilà, là, vous voyez le moteur complètement à poil. Alors, si jamais vous avez déjà vu... Hop là, pardon. Si jamais vous avez déjà vu un moteur de 2 chevaux, bah, ça ressemble à mort, en fait. Ça ressemble à mort à un moteur de 2 chevaux. C'est juste un peu plus grand. Dans le sens où, bah là, vous voyez volant-moteur. Là, vous avez un cylindre dans le trou, là. Vous voyez les 2 cylindres d'un côté. Hop. Les 2 cylindres de l'autre côté, avec la culasse qui est ici. Là, vous avez les bougies qui sont dégueulasses. Vous avez ici un refroidisseur d'huile, parce que comme je vous disais, ça sert de fluide caloporteur, l'huile, et en fait, enserré dans le carter de la soufflante, juste à côté du ventilateur, eh bien, vous mettez le refroidisseur d'huile, et comme ça, l'huile vous sert de liquide de refroidissement. Et l'huile, en fait, c'est un super bon liquide de refroidissement, c'est un très bon fluide caloporteur. Caloporteur, porteur de calories, porteur de chaleur. Hop. Et là, on va démonter de ce côté-là. J'ai encore peur pour le Joseph en carton. Ne vous en faites pas, il ne risquera pas de faire mal à ce moteur. Et donc là, vous voyez une admission. Alors ça, c'est une admission double. Les moteurs plus anciens, eh bien, il y a un seul trou ici. Normalement, supposément, sur cette voiture-là, il devrait y avoir une seule entrée d'admission. Mais comme il a été tuné, eh bien, il y en a 2. Là, vous voyez ce magnifique collecteur d'admission, c'est un bien grand mot, hein, c'est un tuyau. Là, vous avez 2 tuyaux ici de recyclage des échappements qu'on appelle de l'EGR, du Exhaust Gas Recycling. Alors ça, c'est souvent propre du moteur qui est dépollué. On parle souvent ça au diesel, l'EGR, la vanne EGR, celle qui fout souvent la merde en fait. En fait, c'est qu'il y a un petit peu de gaz d'échappement qu'on vient remettre dans l'admission, des fois qu'il y ait des gaz imbrûlés, eh bien, pour qu'on puisse les consommer. Et en fait, là, on remet des gaz d'échappement dans l'admission pour réchauffer l'admission, pour aider à la vaporisation du mélange. Alors ça peut être, par exemple, pour des moteurs qui tournent à l'éthanol, on en parlait. Eh bien, des moteurs qui ont besoin d'avoir un meilleur allumage, un meilleur, pardon, pas allumage, mais une meilleure combustion, donc une plus grosse température d'admission, eh bien, on met un dispositif d'EGR et du coup, ça nous permet de réchauffer les gaz d'admission, de mieux vaporiser le gaz, sachant que l'éthanol a plus de mal à se vaporiser. Eh bien, le fait de remettre de la chaleur, on va mieux vaporiser l'éthanol. Alors, est-ce que c'est bien de le supprimer? Sachant que le moteur, il tourne au 98. Oui. Alors, sur la 2 chevaux, ça fait ça d'origine. Ouais, il y a pas mal de moteurs refroidis par air qui utilisent ce truc-là. Les moteurs refroidis par eau, eh bien, on a un réchauffage de l'admission avec du liquide de refroidissement, enfin du liquide qui sert à chauffer l'admission. Et là, sur ces moteurs-là, eh bien, on a aussi de l'admission d'échappement, enfin, on a de l'échappement dans l'admission. Et là, vous voyez, hop, le moteur qui est tout nu. Hop, la tôle qui dégage. Et ce brave moteur, là, vous voyez la gueule des bougies. Alors, on l'a nettoyé un grand coup, ce moteur, hein. Là, vous voyez, là, c'est plutôt propre, là, c'est plutôt propre, et là, il y avait le carter. Voilà, là, c'est plutôt crade. Ce moteur, c'était si vous me permettez l'expression, un tas de merde. Il était dégueulasse, ce brave moteur. Et donc là, qu'est-ce qu'on a à faire? Alors là, il faut que j'enlève ça.
Hop, faut que j'enlève la rampe de culbut, ici. En enlevant la rampe de culbut, je vais avoir accès aux vis de culasse qui sont derrière, et donc je vais pouvoir enlever la culasse. Et là, on voit très très bien, vous voyez, le plan de joint du moteur. Là, l'ouverture du moteur en deux. Et donc, en fait, on peut ouvrir le moteur, on peut carrément ouvrir le moteur en deux. Plutôt pas mal foutu. Est-ce qu'il va démarrer ce soir? Non. Non, non, ce moteur ne démarrera pas ce soir. Là, mon idée, c'est juste de sortir une culasse, de regarder comment c'est foutu, et puis ensuite, terminado les grelots! Hop. Tac. Hop. Un rampe de culbuteur, toujours merdeux à démonter, parce que là, vous voyez, vous avez une soupape qui est appuyée. Alors, je ne sais pas si on voit bien, mais cette soupape et cette soupape, elles sont appuyées. Ça veut dire qu'elles exercent un effort sur la rampe ici. Et donc, si on dessert que d'un côté, puis tout d'un côté, puis tout de l'autre, ben en fait, on va forcer sur la rampe. Donc, la rampe de culbuteur, on dessert un quart de tour, 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 un quart de tour. C'est comme serrer un arbre à cames. Ben, quand vous serrez un arbre à cames, alors sur les moteurs qui ont des arbres à cames en tête, il y a aussi toute une précaution à avoir pour éviter de trop contraindre d'un côté ou d'un autre, et donc de tordre l'arbre à cames. Vous avez même moyen sur certains arbres à cames de les péter. Je vous parlais qu'à une époque, je travaillais sur des Maserati des années 60, et c'était un point critique de cette voiture, c'était la fragilité des arbres à cames. Et le truc qui est super fun, c'est retrouver ensuite des arbres à cames de Maserati 3500 GT, voiture qui a été fabriquée à 1100 exemplaires. Un peu complexe, quoi. Hop. Et ben voilà. Ensuite, on dessert tout ça, là. Et après, je veux dire, après c'est fini. Après, on sera déjà bien avancé, quoi. On va faire la même chose de l'autre côté. Puis on sera bon. Si déjà j'arrive à trouver la bonne douille. Alors, est-ce que je peux pas en mettre des plus... Est-ce que je peux pas mettre des arbres à cames plus solides? Bah, oui et non, c'est juste faire attention, quoi. Globalement, voilà la leçon, quoi. Faites gaffe au démontage. Soyez précautionnés. Alors, c'est pas du 15. Ah, merde, attends, j'ai une inversion de douille. Voilà. Voilà, si c'est du 15. Hop. 2, 3, 4, 5. Je pense pas en avoir en dessous. Non. Donc là, j'ai 5 gros goujons ici. Et là, j'en ai 2 plus petits ici. Ça a l'air d'être du 13. Allez, ça a l'air de se défaire plutôt bien. Parce que la frayeur là-dessus, en fait, c'est comme c'est des goujons qui sont super longs. Si on regarde par au-dessus, vous voyez, en fait, là, vous avez un écrou. Et là, la grande tige qui vient plonger dans le moteur, ça s'appelle un goujon. Si jamais c'est un tout petit peu rouillé ici, et ben, la longueur, là, pour que le truc se tourne sur lui-même, se twist, et ben, du coup, plus il y a de longueur, plus il y a de risque que ça se twist. Et du coup, plus il y a de risque que ça pète au démontage. C'est pas dramatique, encore une fois, hein, le moteur est pas à foutre à la benne, mais c'est casse-noix, ça vous rajoute du temps. Hop. Celui-là, il est un peu dur, par exemple. Alors, typiquement, ça arrive sur des moteurs, un truc à se méfier,
c'est quand vous avez des moteurs qui a une partie de la visserie à l'extérieur, une partie de la visserie à l'intérieur du moteur. Souvent, la visserie qui est à l'intérieur du moteur, elle n'a rien parce qu'elle est imbibée d'huile et elle est protégée de la corrosion et tout ça. Et du coup, pas trop de problèmes. Par contre, la visserie qui est à l'extérieur, elle, comme elle est bien exposée aux éléments, à l'humidité et tout ça, eh bien, c'est une vraie galère certaines fois à défaire. C'est un grand classique, par exemple, des moteurs Renault, des moteurs Cléon et Billancourt, moteurs qu'on retrouve sur les 4L notamment. Il y a toute une rangée qui est sur... Ah oui, j'en ai oublié, hein, effectivement. Tac. Il y a toute une rangée qui est à l'extérieur, toute une rangée qui est à l'intérieur. Et souvent, les vis de la rangée extérieure, elles vous pètent dans les mains. Et vous avez l'air con. Hop. Et ça y est, la culasse se défait. Avant de défaire la culasse, je sors les tiges de soupape. Toc. 1, 2, 3. Tiens. Ah bah tiens, ça c'est un bel exemple de piège à con quand on démonte. Là, vous voyez ici, c'est tout propre, tout brillant. Et en fait, bah, la tige, elle est tordue à cet endroit-là. La tige, elle s'est usinée. Attendez, je vais poser ça. Toc. Et donc là, il va falloir que je recommande, Toc, je nettoie. Là, est-ce que on va avoir quelque chose? Ah, si là, on voit pas très bien, mais à cet endroit-là, en fait, il y a une marche. Et en fait, soit la soupape était desserrée ou alors le montage du tube a été mal fait, ou simplement ça a beaucoup de kilomètres, mais là ça s'est mangé, ça s'est usiné en fait, ça s'est creusé. Là le problème c'est que si je remonte ça comme ça et que mon client il roule beaucoup, et ben à un moment cette tige elle va péter et la soupape elle s'ouvrira plus. Poil au doigt. Hop là, pardon, je vous ai foutu un coup de pied dans la caméra. Donc là on inspecte bien quand on démonte. Alors, est-ce que ça change quelque chose, que ce soit tordu ou pas? Bah oui, ça va changer. Alors que ça soit tordu, c'est pas si grave que ça. Le gros problème, en fait, quand la tige est tordue, c'est que d'un coup sur l'autre, donc d'un appui sur l'autre, vous risquez d'avoir un souci, une différence de comment on appuie dessus. Donc, votre soupape, au lieu de s'ouvrir de 8 mm, par exemple, eh ben, une fois, elle va s'ouvrir de 9, une fois, elle va s'ouvrir de 7. Et c'est en grande partie ça le problème. Et puis le souci aussi, c'est que souvent votre tige qui est tordue, bah, ça ne va pas en s'améliorant. Si vous avez la tige tordue, ça ne va pas s'améliorer. C'est une blague par rapport à la... Enfin, bref. Alors, est-ce que ça se réusine? Alors, c'est surtout, vu le prix des pièces de cox et vu la disponibilité des pièces de cox, on va les remplacer. Là, c'est des tiges en aluminium. Et le truc, c'est que mon problème sur ce moteur-là, enfin sur cette tige-là, c'est que la tige, elle s'est déjà bouffée en diamètre, donc elle est plus fine qu'à l'origine. Donc, si je la réusine, je vais encore enlever de la matière à un endroit où j'en ai déjà plus beaucoup. Là, j'ai de l'huile qui coule. Tiens, on va faire un remake de la boîte de Daimler. Ouais, promis, il est vidangé. Il famoso. Attends, je vais décoller un petit peu. Et je vais essayer d'enlever toutes les rondelles d'abord. Vous voyez, j'ai des rondelles d'appui. Et ça, typiquement, c'est le truc qui vous tombe sur les pieds quand vous démontez. Vous n'avez pas du tout la tête à ça quand vous démontez. Et donc, après, vous les paumez. Hop. Allez. 2. Alors, je crois qu'il y en a 6 de ces rondelles-là. 3, 4,
5 et 6. Voilà, on y est. Donc là, j'ai toutes mes rondelles qui vont avec tous mes écrous de culasse. Et là, ensuite, allez. Alors, est-ce que j'oublie quelque chose? Non, je pense que ça doit être les joints, les fameux joints. Arthur, attention, il te reste 30 minutes. Hop. Je pense que c'est les fameux joints qui me bloquent un petit peu la culasse. Je suis en train de voir que je ne sois pas en train d'oublier une canalisation d'huile ou un truc comme ça. Hein. Ce serait trop bête. Mais non, ça a l'air d'aller. Ça a l'air d'aller. On va essayer de décoller un peu délicatement. Voilà, si c'est ça. C'est les fameux tubes qui m'embêtent. Voilà. Ça y est. Hop là! Et voilà! Un beau moteur déculassé. Hop. Alors là, on voit l'état des cylindres. Alors, il y en a un qui a de la flotte dedans et un peu de rouille. Alors ça, c'est parce qu'on a nettoyé le moteur. Alors la rouille qu'il y a, vous en faites pas, c'est juste de la rouille de surface. Aucun problème. Toc. Juste, on va essayer de voir l'état des cylindres. Ça a l'air d'aller. Donc, bah c'est pas si mal, tout ça. Hop. Alors les deux ont de l'eau parce qu'on on a nettoyé ce moteur-là. Donc non, vous en faites pas, s'il y a de l'eau ici, ça doit être de l'eau de reste de nettoyage. Par contre, ouais non, même pas par contre. Alors c'était bien dégueu. Dans les culasses, là, c'est bien dégueu, il y a beaucoup de saleté qui reste. C'est bien, il restait un peu de produit nettoyant, donc la saleté s'en va bien, mais il y avait pas mal d'épaisseur. Alors je vais essayer de vous montrer ça. Hop. Là, vous voyez ici, moins rouillé que le Raptor. Là, vous voyez ici, moi, c'est surtout ça qui m'intrigue. C'est là, vous avez une soupape d'échappement. Soupapes d'admission, elles sont toujours plus grosses que les soupapes d'échappement. Et une soupape d'échappement très brûlée, qui a eu très chaud en fait. Donc globalement, moi, ce qui veut me dire que le mélange là-dessus était un poil pauvre, c'est corroboré avec la couleur de la bougie qui est ici. La bougie, elle est très ouais, brune, entre guillemets. Et donc, du coup, elle est potentiellement assez pauvre, cette voiture. Alors, pauvre, celle-ci, il n'est pas si mal réglé, quand même, le moteur. Et ensuite, les fameux joints, moi, qui m'intéressent, c'est ceux-là. C'est au bout de ces tiges. En fait, ça s'appelle les tubes enveloppes. Et attendez, je vais essayer de dézoomer un petit peu. Hop. Tac. Et là, vous avez les tiges qui sont ici. Donc, qui passent leur temps à faire des allers-retours là-dedans. Et en fait, vous avez donc, tac. Est-ce qu'on peut viser là-dedans? Hop là. Vous voyez, ces joints-là, à la con, là, ont tendance à fuir. Eux, là. Ces joints de tube enveloppe, on les pose là-dedans, enfin, en coulisses là, et puis ça nous fait une pseudo-étanchéité. Bon, en vrai, c'est plutôt pas mal foutu quand même. Il y a la même chose chez Tatra, donc ils n'ont pas pu faire si mal que ça. Et là, de l'autre côté,
côté culasse, ben, on a la même chose. Alors c'est surtout ce côté culasse qui nous embêtait, qui fuyait un petit peu, là, vous voyez, la collerette ici est toute huileuse. Le joint, il est sec comme une tarte dans la gueule. Donc, bah là, globalement, démontage, nettoyage, etc., etc. On connaît l'histoire, donc là, on va partir pour de la vaisselle. On va nettoyer cette culasse, on va sabler tous les petits éléments qui peuvent être sablés, et puis on remontera ça un peu plus tard, après avoir changé tous les joints. Voilà, mon objectif est rempli. My job here is done. Merci Xirad pour ton abonnement. Voilà, on y est arrivé. On y est arrivé là-dedans, dans ce moteur. Alors, le démontage a été un peu laborieux, comme je vous disais, parce que, à mon avis, c'est un moteur avec un seul mode d'emploi. Il y a un sens de démontage, et c'est tout. Alors, merci à Camille Dadi pour ton abonnement. Ça fait 55 minutes de démontage. En vrai, 55 minutes pour arriver à un moteur comme ça, bah, c'est pas si mal. Vous voyez, j'enlève même la tubulure d'admission des cylindres 3 et 4. Il y a des petites fuites un peu partout. Moi, ça me fait, entre guillemets, un peu plaisir de démonter des moteurs comme ça, parce que ça veut dire qu'au remontage, il y aura une vraie grande différence. C'est-à-dire qu'on va voir un avant et un après, et que ce soit esthétiquement, mais surtout que ce soit en roulant. Parce que comme c'est un moteur qui a des petites fuites à droite à gauche, qui a des petites prises d'air un petit peu à droite à gauche, bah du coup, quand vous corrigez ça, le moteur, il va mieux. Potentiellement, vous voyez le problème d'un de mes cylindres qui est un peu pauvre, bah, c'est potentiellement une admission ou le collecteur d'admission qui prend l'air, qui prend une petite fuite. Et du coup, il y a un peu trop d'air qui rentre par rapport à l'essence. Donc ça veut dire que le moteur, on est obligé de l'enrichir. Donc le moteur, il pue quand ça tourne, etc. Et bien là, on peut tout recommencer, en fait, tout recommencer à zéro. On change tous les joints, on refait tout à neuf. Et c'est hyper satisfaisant, en fait, quand vous remontez le moteur et qu'il tourne bien comme il faut, quoi. Alors je comprends les tiges de culbuteur, mais pourquoi il y a des tubes autour? Bah, parce qu'il y a de l'huile. En fait, ces tubes-là, il y a de la lubrification qui passe par là. Il y a de l'huile qui passe par ici. Parce que tout ça, c'est noyé d'huile complet. En fait, il y a de l'huile qui monte dans les tiges. Hop là. Je ne sais pas si vous allez bien voir, mais normalement, si je laisse cette tige, bon, sauf si je l'ai complètement essuyée, voilà. Mais en fait, cette tige, elle est creuse. Et il y a de l'huile qui monte par là, et ça vient faire la lubrification de la culasse. Le truc, c'est que vous allez avoir plein d'huile qui va être là-dedans, heureusement, pour rendre la mécanique un peu plus silencieuse, mais surtout pour aller lubrifier la culasse. Parce qu'il faut quand même un petit peu d'huile qui va au niveau des culbuteurs. Alors un culbuteur, ça ne demande pas énormément d'huile pour fonctionner, mais ça en demande quand même un petit peu. Alors est-ce que je dois faire un réalisage? Alors non. Enfin, on va me connaître. Il y a une petite mesure, hein, quand même. On va faire 2-3 mesures. On va vérifier les cotes du moteur. Déjà, on va vérifier pour être sûr et certain de qu'est-ce que c'est comme moteur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui encore, on a un doute si c'est un 1300 ou un 1600 cm3. Et donc, comment est-ce qu'on mesure? Eh bien, on mesure le diamètre du cylindre, ici, et on mesure la course du cylindre. Donc, on mesure entre la position haute et la position basse du piston. Eh bien, on va mesurer la course des pistons. Et du coup, ça nous permet de savoir si c'est un 1300 ou un 1600, donc si en termes de pièces, on est bien adapté. Comme je vous disais, là, le carburateur, c'est un carburateur de 1200 cm3. S'il s'avère que le moteur, c'est un 1600 cm3, là, on va être en mesure de dire à notre client, il y a un petit souci quand même, et si votre voiture, elle marche pas incroyablement bien, bah, il y a peut-être une raison quand même, parce que vous avez des trous gros comme ça à remplir, et à l'entrée, bah, il y a une restriction qui est grosse comme ça. Donc forcément, on va avoir du mal à bien remplir le truc.
Alors à quoi ça sert les culbuteurs? Ça remplace les arbres à cam? Non. En fait, vous avez l'arbre à cam qui est en bas du moteur, qui est tout en bas du moteur ici, et le culbuteur transmet le mouvement en haut, en haut du montage, en haut des pistons. Donc vous avez arbre à cam, puis ensuite un poussoir, puis ensuite une tige, et cette tige de culbuteur va venir appuyer sur un culbuteur qui, lui, va transmettre le mouvement de l'arbre à cam à la soupape par basculement. Attention Arthur, il reste 20 minutes. Vous en faites pas. Alors du coup, pour une bougie trop pauvre, tiens, ça c'est une question intéressante de Arnay. Du coup, pour une bougie trop pauvre et l'autre nickel, est-ce qu'il y a un moyen de régler les bougies indépendamment, l'une ou l'autre? Et bien sur ce moteur-là, non, vous avez un seul carburateur, c'est là qu'on fait le réglage de richesse, et vous avez un seul carburateur pour 4 cylindres pour le moteur. Donc comment est-ce qu'on règle ce problème-là? Eh bien ce problème-là, on va le régler par l'étanchéité. C'est-à-dire que d'origine, votre moteur est conçu pour alimenter tous les cylindres à peu près pareil. Dans la réalité, c'est pas vrai, mais à peu près. Et donc, si jamais j'ai un cylindre qui est trop pauvre, en fait, moi, ça me donne un indicateur sur l'étanchéité des tubulures. Et du coup, s'il y en a un qui est un petit peu trop pauvre, ça veut dire qu'il y a une fuite d'air, et donc que mon moteur, il aspire de l'air et de l'essence, comme d'hab, mais il aspire de l'air d'un autre endroit que celui qui m'intéresse. Et donc, si j'aspire un peu trop d'air par rapport à l'essence, eh bien, je vais avoir un fonctionnement trop pauvre. Est-ce que je peux le modifier pour mettre deux carbus, un de chaque côté? Oui, c'est le montage qu'il y avait notamment sur les Porsche. Il y avait, en plus de ça, certaines fois des montages en un seul carbu par côté, et des fois des montages en carburateur double corps. Donc là, vous aviez un corps par cylindre. Par exemple, les Porsche 912, eh ben, c'est des montages comme ça. C'est des montages à deux carbus double corps de chaque côté. Alors s'il est trop riche, tu crées une fuite exprès? Non. S'il est trop riche, c'est que tous les autres prennent l'air. En fait, un montage trop riche, c'est que soit mon carburateur est réglé trop riche, soit que tous les autres prennent l'air, mais par défaut, en fait, il n'y a pas un souci propre qui va me créer trop de richesse. Merci à Judav12. Dave. Dave, qu'est-ce qu'on a dit? Prime de stream. Donc, voilà. Voilà. Question con, mais l'alliage était-il pensé à l'époque pour que l'usure ne soit pas plus forte sur le bas des cylindres dû à la gravité? Et c'est ce qui peut provoquer l'ovalisation? Alors, non, là, c'est l'usinage, il est purement rond, point. Parce qu'en fait, le montage piston et cylindre, bah, vaut mieux qu'il soit rond pour qu'il soit étanche. Il y a un constructeur dans un montage qui a fait des pistons ovales. Il y a Honda sur la NR750 qui a fait des pistons ovales. C'était plutôt pour niquer une législation plutôt que par grande recherche d'avancées technologiques. Donc, tout le reste, tous les constructeurs ont fait des pistons parfaitement ronds. Et donc, plutôt que de s'embêter en fait, à anticiper une usure ou un truc comme ça, bah, on essaye de rendre un tout petit peu le truc plus facilement entretenable, maintenable. C'est-à-dire que là, vous voyez, il y a 20 minutes pour enlever le moteur de la voiture, plus il y a un mécanicien bien déter qui connaît bien son truc, je pense qu'en 1 heure, le moteur il est entièrement à poil. Et là, l'avantage, c'est que là, les cylindres, je peux les enlever du moteur. Donc, je n'ai pas à m'embêter à réaliser un truc. J'ai juste à m'embêter à changer le cylindre et le piston. Je prends un piston et un cylindre qui correspondent, et puis je remonte ça dans mon moteur. Et je n'ai pas à me faire chier à faire de la mesure, de l'usinage, de trucs comme ça. Donc, finalement, c'est des moteurs qui sont relativement simples à entretenir. C'est la même chose que des moteurs à chemise humide. Vous changez en fait le cylindre et le piston, et fini. Est-ce qu'on a des nouvelles de Joseph? Oui, Joseph va bien. Comme je disais en début de stream, Joseph commence à parler de revenir ici. Alors, ce qui n'est pas trop dans l'idée de vacances. Normalement, en idée de vacances, on évite de retourner au travail. Mais bon, là, il commence à me parler de revenir bosser. Donc, sachant qu'il avait prévu à peu près 1 mois de vacances, on n'y est pas encore. Donc,
peut-être encore une semaine de vacances, hein. Il essaye d'en profiter à fond, quoi. C'est un moteur sans calcul, c'est un moteur triste. Mais non, c'est pas un moteur triste. Alors de là, après, est-ce que c'est bien conçu? Bah ouais, c'est quand même bien foutu. C'est relativement simple, en fait. C'est ça le truc. C'est Léonard de Vinci vous dirait, la perfection, c'est quand il n'y a rien à ajouter ni rien à retrancher. Et ben voilà, il y a une vraie élégance dans les mécaniques simples. Et ben voilà, il y a autant de l'élégance dans de la mécanique qui est ultra compliquée et tout ça. Et quand on arrive à démêler tout de comment tout marche et tout ça, c'est assez joli. Mais d'un autre côté, bah, le truc le plus compliqué, c'est de faire un truc simple. En conception, on vous le dira assez souvent, le plus compliqué, c'est de faire simple. Et ben là, c'est quand même plutôt réussi de faire un truc relativement simple à fabriquer, relativement optimisé en termes de matériaux, en termes d'usinage, etc., etc. Alors ton avis moteur de 2 chevaux versus Cox. Alors c'est Doshman qui me pose la question, donc j'imagine que toi, tu es un tout petit peu orienté. L'implantation dans la voiture, je la trouve plus simple sur une Dush. Après, le reste, en vrai, c'est kiff-kiff. Moi, dans ces époques-là, vous savez, dans la concurrence de toutes les voitures populaires des années 50-60, donc 2 chevaux, Cox, Mini, Fiat 500, etc., moi, celle que je trouve vraiment magnifiquement conçue, c'est la Fiat 500. Le moteur de Fiat 500, je le trouve absolument incroyable. C'est rempli, mais vraiment, c'est bourré d'idées géniales. J'aimerais bien, moi, faire un petit stream à un moment où on démonte un moteur de Fiat 500 pour voir que c'est ça, de la pure belle ingénierie. C'est en fait que le truc est vraiment simple, mais ça a été très 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 réfléchi pour être très très simple. Et c'est ça qui est assez ouf, en fait. Voilà mon frère. Si tu veux passer sur Internet, attention, tu es en live. Bonjour. Je présente Martin, mon frère. Il a beaucoup plus. Bah non, il n'y a que moi qui ai le micro. C'est pour pas que tu dises de conneries. Voilà, il y a un happening. Voilà, pour la fin. Et Le ouais. frère en avance de 13 minutes. Et encore, j'ai été ralenti des panneaux. Attends de. Hein il a des cheveux. Arthur avec des cheveux, c'est impressionnant. Le mec a des cheveux, c'est marrant. Tout le monde est en train de péter un plomb, t'as des cheveux. Ouais, bon, c'est juste qu'il y en a un qui assume plus que l'autre, quoi. Alors attends, faut que tu te mettes. Attends, je vais te poursuivre. Il y a un point chaussette. Il y a un deuxième point chaussette. Hop, voilà. Mais t'es pas team chaussette dépareillée, toi. Parce que. Moreau avec des cheveux. Ouais. Il y a des gens qui disent que tu ressembles à Johan Zarco ou à Raphaël Nadal. Ça va, moi souvent quand on me compare à des gens, c'est Christophe Willem, donc voilà, va chier. Alors j'aimerais avoir la même retraite que Raphaël Nadal. C'est la famille, les points chaussettes. Mais c'est de famille, les points chaussettes. Bah oui, les réunions de famille, on a tous des chaussettes bizarres, tu vois. Bon, eh ben, c'est lui le frère sauveur à la gastro, exactement. C'est lui le frère sauveur à la gastro. Sur ce, messieurs, dames, enlève tes lunettes. Que c'est le frère Jardin ou le frère Bateau? C'est le frère Jardin. Les fameux points moraux. Voilà. Sur ce, merci beaucoup, un peu de retour au sérieux. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Merci de votre tolérance suite aux derniers événements passés. Donc on remet une louche, hein, s'il vous plaît, de la tolérance, de l'intelligence et surtout du recul. C'est ça qui est important. On se revoit mercredi, de toute façon.
On se revoit donc le lundi et le mercredi à 19h. Mercredi, un petit peu de mécanique. Et puis, sur ce, que dire en dernier mot? Eh bien, je dirais panneau.